Je savais ce que je voulais faire, je ne savais pas le nom qu'il fallait mettre dessus. Mais avant, comme c'est connu de la plupart des gens en Guinée, je disais ouais, je veux être ingénieur. Je me rappelle notamment des cours d'anglais où je disais ouais, I want to be an engineer, I want to be an engineer. Je me suis rendu compte que ce que je voulais faire finalement, c'est vraiment l'architecture. Et quand tu es arrivé, au fait, on sait que naturellement, on parle toujours des difficultés liées au climat, liées à l'intégration, bon, la question de la société, parfois même la langue, parce que tu peux parler français, Ouais, c'est mais vrai. parfois tu es trouvé en situation où tu parles, mais les autres ne te comprennent pas, et parfois Ouais. même toi, tu ne les comprends pas. À ton niveau, c'était comment en fait tes sentiments? Est-ce que tu te sentais compris? Tu as connu des moments d'isolement parce que tu ne te sentais pas compris et tout? C'est quoi vraiment les premières difficultés auxquelles tu as été confronté? C'est vraiment le déphasage que je me suis rendu compte que, au fait, on parlait français, mais on parlait pas, on respectait pas un peu la langue des gens. J'ai envie de te couper quand même parce que quand Ouais. tu dis par exemple qu'on ne restitue pas fidèlement la langue, est-ce que tu n'es pas en train peut-être de cautionner ce qui... Au niveau des écoles d'architecture, tu n'as pas remarqué une forme de jalousie, de compétition malsaine, si on peut le dire ainsi? Il y avait quelquefois des formes de mépris, mais pas forcément de jalousie, parce que les problèmes étaient plus au sein des groupes qu'entre les groupes, tu vois. Mais la question d'intégration s'intègre seulement dans un milieu où il y a des gens qui te ressemblent. Quand tu dis se ressemble, c'est quoi? Bonjour à toutes, bonjour à tous. Ici, c'est Kierno Toka pour Coursidon.c. Merci de nous rejoindre pour ce numéro, pour échanger avec un de nos invités que nous avons aujourd'hui au compte du numéro Student Story. Nous échangeons au sujet du quotidien des étudiants qui vivent ici en Europe et ailleurs, pour partager avec nous leur expérience, leur quotidien en tant qu'étudiants en architecture. Donc nous vous disons bienvenue. Et bonjour Ben, merci déjà d'accepter cette invitation. Bonjour Kiernan. Ouais. Et comment est-ce que tu vas? Ouais, ça va, je vais très bien. Ok, déjà merci d'avoir accepté ces petits échanges qu'on va réaliser ici ensemble. Ouais. Et c'est vraiment, ça fait plaisir. Ouais, c'est toujours un plaisir de se revoir après toutes Ok, ces années. est-ce que tu veux bien te présenter aux personnes qui te regardent? Bonjour tout le monde, moi c'est Bangali Cléophas de Pavodi, j'aime bien préciser un peu. Ouais. Et je suis étudiant en architecture à l'École nationale supérieure d'architecture de Nantes. Ouais. Et à part ça, je suis un passionné de musique, passionné de bâtiments surtout. Et voilà, c'est ça ma passion principalement. Pour commencer l'échange, moi j'ai envie que tu nous dises là, tu vois, comme tu fais des études d'architecture en France, à quel moment tu as décidé de faire des études d'architecture en fait, et où tu as commencé? Ah ouais, c'est vrai, grosse question en tout cas. Mais franchement, ça fait plaisir là de se retrouver et de parler un peu d'architecture, c'est toujours un plaisir. Et moi, ma passion de l'architecture, premièrement, je pense, je me souviens, elle vient de la télé. C'est quand je regardais des films, je regardais un peu, j'ai cette première image des gens qui sont là autour d'une table, autour des maquettes. Et je me disais, ouais, c'est des grands messieurs qui discutent de bâtiments en miniature et tout ça. C'est quelque chose qui m'a toujours passionné. Et ce n'est qu'après que j'ai découvert que le métier en soi, c'était de l'architecture. Donc mes premières images, ça remonte de ça. Et après, bon, après le bac, on a commencé les études d'architecture. Et c'est d'ailleurs là qu'on s'est rencontrés. Ouais, ça date quand même, hein, ça fait un Ouais, petit tout moment. à fait, Ouais. ouais, tout à fait. Après avoir fait le bac, tu as décidé de devenir en archi. Mais avant ça, tu savais c'était quoi l'architecture ou bien tu savais juste qu'on faisait des bâtiments là-bas ou tu avais déjà reçu une définition avant l'orientation en architecture? En fait, j'ai reçu plus de précisions dans l'architecture parce que j'avais mon frère qui m'avait précédé dans l'architecture. Ouais. Parce que moi, je me rappelle avant, ce que je voulais faire, je savais ce que je voulais faire, mais seulement je ne savais pas le nom qu'il fallait mettre dessus. Ok. Je savais que je voulais être un concepteur de bâtiments. Mais avant, comme c'est connu de la plupart des gens en Guinée, je disais ouais, je veux être ingénieur. Ouais. Je me rappelle notamment des cours d'anglais où je disais ouais, I want to be an engineer, I want to be an engineer. Mais alors, tu te rends compte que finalement, je me suis rendu compte que ce que je voulais faire finalement, c'est vraiment l'architecture, concevoir les bâtiments. Ouais. C'est là que je l'ai découvert, je pense, au début du collège. Et c'est là vraiment que j'ai connu ce que c'était de faire l'architecture. Ok. Quand tu es arrivé à l'université, du coup, c'est vrai, nous avons commencé ensemble, mais après, nos chemins se sont un peu dispersés jusqu'à ce qu'on se trouve aujourd'hui encore. Ouais, ça fait déjà du bien. Est-ce que, quand tu es arrivé à l'université, au fait, ce à quoi tu t'attendais, est-ce que c'est ce que tu as trouvé à l'école en termes d'architecture ou bien c'était totalement différent de ce à quoi tu t'attendais? Bon, moi, je veux dire que mon contact avec l'architecture s'est fait 2 fois. Tu vois, je pense que peut-être ça a été le cas aussi pour toi. Et genre, mon premier contact avec l'architecture, c'est pas ce à quoi je m'attendais forcément. Je savais que c'était compliqué parce que j'ai eu la chance un peu que j'ai eu mon frère qui m'a précédé un peu dans l'architecture. Je voyais un peu comment il travaillait, je voyais l'intensité des choses. Après, j'ai été un peu déçu que, au fait, le fait que l'intelligence n'était pas trop mise en avant et certaines capacités n'étaient pas mises en avant, en fait, c'est encore plus colosse que ce à quoi je m'attendais. Ouais. Et vu qu'il y avait plus d'intensité physique que d'intensité mentale, et moi, ça m'a un peu perturbé.
Genre, on me disait un peu, tu es un peu révolutionnaire et tout. Ouais. Mais moi, j'aime bien quand ce côté-là est mis en avant. Donc, le contact, là, je pense, de ce point-là, ça a été brutal, mais pas trop. Ouais, parce que j'avais quand même. Moi, ce qui m'importe le plus dans les études, c'est quand tu te fais une bonne relation et que tu es dans un cadre un peu bien établi. Mhm. Et le deuxième contact ici avec l'architecture, je pense que ça s'est fait d'abord de façon un peu, on va dire, avec les cours, c'était beaucoup plus accessible. Ouais. Parce que j'avais déjà fait de l'architecture en Guinée, arrivé ici faire l'architecture. Ouais. Au début, les cours n'étaient pas compliqués. Ouais. Mais tout ce qui est de l'intégration avec les amis, avec les camarades, là, par contre, ça avéré un peu compliqué. Donc, Oui, et c'est là même que, en fait, que j'allais venir aussi, parce que tu as commencé tes études d'architecture en Guinée. ouais. À quel moment tu as décidé donc de quitter la Guinée pour venir en France faire des études d'architecture? Je pense, ouais, mon histoire, tu la connais et le but vraiment, c'est de la partager aux gens. Et moi, c'est d'abord, j'avais eu cette ambition-là depuis avant le lycée, Ouais. de poursuivre mes études à l'étranger, mais après, ça n'a pas été le cas. Ouais. On a bien commencé, mais je pense que c'est une opportunité qui s'est présentée à moi. Je pense que l'envie de venir étudier ici s'est présentée à moi à partir du moment où j'ai abandonné tout projet de voyage. Parce Ok. que la première année, j'étais très motivé pour voyager. Après, ce n'est pas fait. La deuxième année, je dis, je me consacre complètement sur mes études d'architecture. Après, c'est à la suite de ça, avec le travail que je faisais, que voilà, on m'a proposé un concours. Bon, on prenait un peu quelques étudiants de première année, avec quelques élèves de lycée pour passer en concours. Je ne savais pas c'était pourquoi. Ouais. Après, à la fin, on nous dit c'est pour venir en France. Donc, j'étais motivé comme jamais. Je dis ça, on ne va pas laisser passer. Donc, c'est comme ça que j'ai su qu'il y avait une opportunité pour moi de venir en France. Et ce n'était pas forcément pour l'architecture dans un début, mais j'avais toujours cette passion dans un coin de la tête. Je me disais, quelles que soient les études que je fais, à un moment ou à un autre, il fallait que je fasse des études d'architecture. Et c'est comme ça, donc du coup, tu as débarqué, donc tu as gagné ce concours-là. En tout cas, tu faisais partie de ceux qui ont gagné ce concours. Après, tu es arrivé en France. Ouais. Et est-ce que quand tu es arrivé, tu as commencé direct, tu as continué sur l'architecture que tu avais déjà commencé à Guinée, ou bien il a fallu que tu reprennes d'autres études et puis revenir en architecture? Comment ça s'est passé finalement quand tu es arrivé? Ouais. Moi, en fait, j'ai d'abord commencé par 2 ans de classe préparatoire aux grandes écoles. C'est quoi d'ailleurs? J'entends souvent parler classe préparatoire. En fait, les classes préparatoires aux grandes écoles, c'est un système d'études où tu fais, en principe, c'est tu fais 2 ans, Ouais. où vraiment tu apprends les bases scientifiques encore plus poussées. C'est plus les bases scientifiques, je dirais. Voilà, vraiment des connaissances scientifiques plus poussées. Et après, à la suite de ça, tu as accès aux grandes écoles. En Ok. fait, les grandes écoles sont tellement, en fait, c'est tellement des écoles de prestige où on cherche vraiment des génies Ouais. qu'on ne peut pas te faire accéder directement après le bac. Ok. Donc, du coup, ça fait que tu fais 2 ans de classe prépa et 3 ans de classe d'ingénieur. Et à la fin, tu sors ingénieur au lieu du cycle inverse de 3 ans de licence et 2 années de master. Ok. Donc, c'est vraiment ça, c'est des classes qui te préparent aux grandes écoles, comme ça se définit, CPGE. Ok, donc après ces 2 ans-là, tu as fait le choix de partir en architecture, ou bien dès la base, déjà, c'était prévu que tu fasses l'architecture juste après les 2 ans? Je pense d'abord, ce qui m'a motivé, c'est que je n'ai pas retrouvé ma place là-bas. Mais avant que je vienne, c'est vrai que j'avais cette idée derrière la tête. Je me disais, s'il y a un moyen pour moi de faire l'architecture, je vais la saisir. Donc, dès ma première année, j'ai commencé déjà à faire des recherches, mais j'étais un peu en retard par rapport aux inscriptions. Donc, il a fallu que j'attende la deuxième année. Mais par contre, donc, ce qui a fait que j'ai fait toutes mes 2 années de prépa. J'étais censé aller juste en école d'ingénieur après. Et finalement, je me suis retrouvé en école d'architecture parce que j'ai fait ma demande en même temps à la fin de ma deuxième année. Ok. Est-ce qu'il y a une différence entre toi et ceux qui viennent, par exemple, par Campus France? Est-ce qu'il y a une différence en termes de privilèges? C'est vrai que toi, tu es venu sur la base d'une bourse. Ouais. Donc, est-ce qu'il y a une différence à ce niveau, une différence de traitement ou d'accès à certaines aides? Je ne sais pas. Est-ce qu'il y a une différence vraiment? Je pense qu'au fait, la différence, elle se fait où? Elle se fait un peu au niveau de l'accompagnement. Mais après, il y a aussi une contrepartie derrière. C'est-à-dire que quand tu viens au compte, je ne sais pas, sur ton propre compte ou au compte de tes parents, au fait, tu as des comptes à rendre à qui, si ce n'est à toi-même ou à tes parents. À tes parents, ouais. Mais quand tu viens au compte d'une compagnie voilà, privée qui décide de te financer. C'est ça, ouais, ou vraiment dans le pays, parce que vraiment la bourse que j'ai reçue et tout ça là. Et au fait, il n'y a pas de pression en soi. Je mentirais si je dirais qu'on m'a exercé une pression, mais notre pays, on l'aime tellement qu'on a envie de faire de grandes choses. Et si on te donne l'opportunité que, je sais pas, des milliers d'autres jeunes n'ont pas reçu, tu te dis quand même que voilà, je peux pas digne de badiner avec cette opportunité. Ouais, c'est ça. Mais sinon, en termes, je sais pas, de privilèges et tout, je pense qu'en fait, on a à peu près les mêmes conditions. Après, je sais pas, je connais pas assez de gens qui sont venus en architecture par Parcoursup, je dis Parcoursup, par Campus France. Ouais. C'est vrai que c'est un peu compliqué d'accéder aux écoles d'architecture par Campus France, mais j'en connais quand même et
ouais, je pense que les études, elles sont dures pour tout le monde et voilà. D'accord. Et quand tu es arrivé, on sait que naturellement, on parle toujours des difficultés liées au climat, liées à l'intégration, bon, la question de la société, parfois même la langue, parce que tu peux parler le même français, Ouais, c'est mais vrai. parfois tu es trouvé en situation où tu parles, mais les autres ne te comprennent pas, et parfois Ouais, même toi, tu ne les comprends pas. ouais. À ton niveau, c'était comment en fait tes sentiments? Est-ce que tu te sentais compris? Tu as connu des moments d'isolement parce que tu ne te sentais pas Hmm. compris et tout? C'est quoi vraiment les premières difficultés quoi, auxquelles tu as été confronté? Ouais, moi je crois que tu vois, c'est vraiment le déphasage que je me suis rendu compte que, au fait, on parlait français, mais on parlait pas, on respectait pas un peu la langue des gens, tu vois. C'est comme par exemple, nous dont on parle, là, peut-être, toi, t'es poulard, moi, j'étais peul, je dis poulard, ah, excusez-moi, hein. Mm, T'es peul et moi, après, je suis forestier, mm, même si je te parle peul, si je parle pas avec l'accent peul, c'est comme si je te restitue pas ta langue, tu vois. ouais. C'est la même façon en fait, qu'on le fait. En fait, on s'est tellement approprié le français en Afrique, ce qui est normal. Mm. Quand je parle avec un Guinéen, je parle vraiment le français de telle sorte que tu le comprennes. On a raison de se l'approprier. Mais tu te rends compte que quand tu viens ici et que tu parles français aux gens, tu ne les restitues pas leur langue, la façon dont ils ont appris. Donc forcément, ils ne te comprennent pas. Je crois que les premières barrières, c'était ça. Comme tu l'as dit, je pense on le ressent tous, c'est je parle français, Ouais. mais... Mais j'ai envie de te couper quand même parce que quand Ouais, tu dis par exemple qu'on ne restitue pas peut-être fidèlement la langue, est-ce que ouais, tu n'es pas en train peut-être de cautionner ceux qui sont en train de nous dire qu'on ne parle pas bien français parce qu'on ne parle pas comme eux, alors que tel que tu viens de le dire, quand aujourd'hui tu essaies de parler ma langue, ouais, tu n'es pas obligé de la parler comme moi parce que de toute façon il y a une différence. De la même façon, je ne peux pas parler la tienne ouais, avec ton accent, ça ne veut pas dire que je ne parle pas ta ouais. langue correctement ou le français Oh, correctement. ouais, ouais. Est-ce que dans ce sens, tu n'es pas en train de donner Ah, raison à ceux qui mm. parfois condamnent ceux qui ne parlent pas comme leur Après, langue? après, après, moi, je suis un peu mitigé. Je dis tout dépend de la personne à qui tu parles, tu vois. Mhm. Alors, si tu parles, par exemple, si tu parles à un Français qui a appris français d'une certaine manière, il y a un certain code qu'ils ont établi. Mhm. Si tu veux qu'ils te comprennent, en fait, c'est de la façon normale dont on devrait parler le français selon les Français. Mhm. Mais c'est sûr que je ne vais pas venir devant un Ivoirien ou un Camerounais et être là, comme on le dit, être là à Choco, dire ouais, s'il ne me comprend pas, il ne me comprend pas. C'est qu'en ce moment, c'est moi qui parle mal. Mais Mhm. après, vu que tu es dans un milieu où il y a un certain nombre de règles, après, c'est leur langue, on respecte, on fait comme on peut. C'est sûr que quand je me présente pour un exposé, quand je me présente pour un rendu de projet, il y a une certaine façon de tenir, il y a tu vois, il y a un certain code de langage Mhm. que j'essaie d'adopter juste pour qu'on me comprenne, hein. Ouais. Moi, c'est ça le but. Si on me comprend, tant mieux, hein. Pour continuer, alors, quand tu viens en France, bon, on parlait tantôt d'ailleurs par rapport aux différentes difficultés que tu as rencontrées, on parlait de la question de la langue. Ouais. Au niveau climat aussi, c'était comment? Est-ce que tu as senti des différences? Est-ce que l'hiver était un peu sympa et tout? Tu as eu des moments d'isolement où tu te sentais seul parce que socialement, tu ne te sentais pas entouré. Et comment ça s'est passé tous ces moments-là? D'accord. Moi, je crois que j'ai deux facteurs qui m'ont aidé. Deux facteurs. Il y a un qui m'a aidé et un qui a été à ma défaveur. On va commencer par la défaveur. C'est que moi, je suis arrivé en France et peu de temps après, il y a eu le Covid. Le Covid, ouais. Et on a appris ce qu'on appelle le confinement. Avant, je ne connaissais pas comment ça se passait le confinement. Mhm. Et je ne pense même pas qu'il y en a eu avant. Mhm. Et donc, du coup, je suis venu, je pense, 6 mois après, il y a eu le confinement. Mhm. Donc, j'ai connu un bon moment d'isolement. Et ça m'a appris à me débrouiller aussi seul Ok. et à avoir certaines habitudes, tu vois. Et le deuxième élément, et ça, je tiens à souligner, c'est comme je l'ai dit, comment je suis venu en France, c'était une bourse et tout. Du coup, on était deux. Ok. Et Ok. heureusement qu'on était deux. Ok. Et ça, je le dis et je le répète toujours. Et voilà, il m'a apporté beaucoup. En tout cas, on s'est apporté, tu vois. Il m'a apporté beaucoup et ça, je tiens à le reconnaître, tu vois. Mhm. Moi, j'étais au deuxième étage, il était juste au premier étage. Ouais. On ne se voyait pas tous les jours, mais je savais qu'il était là. Donc, malgré qu'on était confinés ensemble dans le même immeuble, Mhm. de temps en temps, on se rendait visite. Et ça m'a beaucoup aidé. Ouais. Mais par contre aussi, le confinement, ça m'a permis un peu de faire certaines choses. Par exemple, moi, je mangeais tout le temps à la cantine du lundi au samedi et le week-end. Ça, c'est où en Guinée ou Non, non, ici? mais c'est ici, quand je Ici, suis arrivé, d'accord. ouais. Ouais. Et la chance que j'ai eue, c'est que j'ai rencontré une dame guinéenne, Madame Diarabi. On la salue beaucoup. C'est elle qui nous faisait à manger, qui nous invitait chez elle les week-ends pour manger. Donc, ce qui faisait que j'avais pas à cuisiner chez moi à peu près. Mhm. Mais c'est pendant le confinement, les choses là se sont imposées à moi. J'ai eu certains automatismes. Mais par contre, ça reste une période d'isolement qui était très marquée. Mais bon, c'est là, j'ai profité, j'ai fait beaucoup de musique. Et aussi, c'est ce qui m'aide aussi, hein. D'accord, d'accord. Non, mais c'est bien, je trouve. Et l'école aussi, comment ça s'est passé? Est-ce que socialement, dès ton premier jour, tu as trouvé des amis ou des personnes qui te posaient des questions par rapport à tes origines ou je ne sais pas qui tu es réellement pour pouvoir t'ouvrir aux autres? Est-ce que ça a été quelque chose de facile? Je pense que non, en fait, ça a été un peu compliqué. Et c'est pourquoi
je traduis un peu mon arrivée ici, au fait, mes études ici en deux phases. Quand j'étais en prépa, les 2 premières années que j'ai fait, Mm. l'environnement était un peu différent que quand j'ai recommencé l'architecture. Mm. Et je pense que premièrement, j'étais avec des gens qui n'étaient pas trop habitués à avoir affaire La à... différence, tout C'est simplement. ça, c'est ça. Et non, pendant cette période-là, j'étais vraiment, vraiment isolé. Il n'y avait pas d'amis, il n'y avait pas de groupe d'amis. Mm. Donc c'était beaucoup plus compliqué en ce moment-là. Est-ce Et que c'est toi qui ne partais pas vers les autres ou bien c'est les autres aussi peut-être qui bon, ne on savaient va pas expliquer forcément? en soit. Dans la classe, on Mm. est une cinquantaine à peu près. Je pense qu'on était 47. Mm. On était deux. Moi, Guinéen, l'autre Sénégalais, tout le reste. Voilà. Des Donc, nationaux, ouais. voilà, il y a vraiment un écart là. Et tu vois que le milieu, c'est pas un milieu qui est plein de mixité. Ouais. Et après, voilà, c'était un endroit qui était plein de privilégiés. Et voilà, ça faisait qu'il y avait un peu cet écart qui était là. Et moi, au départ, je disais, il fallait que je m'intègre coûte que coûte. Mais la question d'intégration aussi, je crois que c'est important que tout le monde le sache. Mhm. On s'intègre seulement dans un milieu où il y a des gens qui te ressemblent, peu importe la couleur de peau. Tu ne peux pas t'intégrer dans un milieu où il n'y a personne qui te ressemble. Ça aussi, peu importe la couleur de peau. Ce n'est pas une question de couleur de peau ou quoi. Ça, Quand tu dis se ressemble, c'est quoi? c'est- Un état d'esprit, une Ouais, façon de vous avez les penser? mêmes centres d'intérêt. Par exemple, moi, je kiffe tel jeu. Moi, Ok, j'étais quelqu'un qui ok. kiffait le foot. J'aime parler foot, tu vois. J'aime bien quand tu me parles de Barcelone, Real Madrid, tu vois. J'aime bien ce genre de trucs. Mhm. Mais alors que des fois, tu as affaire avec des gens Peut-être qui aime autre chose, qui aiment autre chose. Voilà. volleyball, je ne sais C'est pas. ça, ou des gens qui Ouais, jouent au badminton, qui ouais, aiment bien les jeux de... Je sais pas, moi, c'est pas mon truc. ouais. Et ça fait qu'on n'a pas de sujet de discussion en dehors de ce qu'on fait à l'école. Mhm. Donc, ça fait qu'il y a un déphasage. Moi, depuis longtemps, j'ai considéré que c'était moi le problème et que j'avais du mal à m'intégrer. Mhm. Mais ce n'est que plus tard que je me suis rendu compte que c'est juste que tu ne peux pas t'intégrer avec des gens qui ne te ressemblent pas, peu importe la couleur de peau. Même avec mon ami noir, peut-être on peut ne pas avoir les mêmes centres d'intérêt. Ça ne veut pas dire forcément parce qu'on est noir, on va forcément être ensemble, tu vois. C'est ça le problème. Ouais. Et je pense que l'école aussi est faite quelque part pour ça, aussi pour faciliter ces échanges-là entre les étudiants parce qu'il y a des Ouais. travaux de groupe. Ouais. Et est-ce que cela ne t'avait pas permis? Déjà, est-ce qu'il y avait des travaux de groupe aussi au cours de ces 2 années de préparation? Ou Ouais. bien peut-être quelque chose qui t'aurait permis quand même, tu vois, d'échanger avec les autres, de voir ce qu'ils aiment, ce que toi tu aimes, peut-être pour voir s'il y a des points de convergence. Je pense que c'était assez individualiste quand même. Ok, Voilà. Des fois, on avait des groupes, on appelait ça des groupes de call. Vous étiez au nombre de 3 et c'était vous 3 qui faisiez vos évaluations orales de la semaine. Dans la semaine, vous aviez 2 calls, donc 2 évaluations orales. Mhm. Et donc, vous partiez à 2 et tout. Mais sinon à au-delà 3. de ça, il n'y avait Au-delà pas. de ça, non. Et puis ça, c'est pas un travail en groupe, c'est juste vous passez à 3. Ok, Vous divisez le tableau, chacun Ah sa oui. partie, vous traitez le sujet. ok. Ouais. Mais après, c'est plus en archi que. Il y avait vraiment des travaux de groupe là. Le Ok. brassage, il est là dès le début, ça D'accord. attaque. Il faut vraiment travailler en groupe, quoi. Ouais. Parce que, ouais. Et on va passer à cette transition même. Quand tu as fini donc, tes 2 années de prépa, tu es arrivé donc Ouais. en archi. Ouais. Et comment ça s'est passé alors? Est-ce que tu as eu des changements? Déjà, tu as fait 2 ans, tu commences à bien voir les choses. Et est-ce que tu as connu un grand changement à ton arrivée à l'école d'architecture? Je crois à mon arrivée en école d'architecture, franchement, c'était une renaissance pour moi. Parce que Ok. moi, j'ai toujours considéré que voilà, un changement, c'est une occasion de nouveau départ. Ouais. Voilà. Et là, ça, je l'ai saisi vraiment. Parce que je me suis rendu compte des erreurs que j'avais faites vraiment en prépa. Où il y avait certaines choses, ce n'était pas forcément des erreurs parce que ce n'était pas de ma faute. Mais j'avais une certaine connaissance et j'ai justement rectifié mon angle de tir. D'abord, ce qui changeait ici, c'est que l'architecture, c'était vraiment mon domaine de prédilection. Mhm. C'était quelque chose que j'ai choisi, tu vois, non pas par opportunité, mais par envie. Ok. Voilà, venir en France, c'était une opportunité. J'ai saisi l'opportunité parce que, voilà, c'est une chance. Après, faire l'architecture, ça, c'est un choix que j'ai fait en plus de l'opportunité que j'ai eue, tu vois. Ouais. Et ça, j'ai fait ça au risque de perdre ma bourse et tout, mais je l'ai quand même fait. Et heureusement que ça a continué. Et là, j'ai vraiment changé vraiment de mentalité, de façon de faire. Tout n'a pas changé, mais beaucoup de choses allaient en bien. Je suis venu ici, finalement, vu que j'avais mes 2 années d'expérience là. Mhm. Je me suis dit, là, je viens en architecture, nouveau départ. Je ne suis pas venu pour quelqu'un. Après, c'est un choix que j'ai fait. Je me suis dit, bon, je sens que je suis une personne, socialement, je peux aller vers les gens. Comment j'ai su ça? C'est les activités que je faisais en dehors de l'école. Parce qu'à un moment, je sortais beaucoup, je rencontrais des gens. Des fois, ça m'arrivait de sortir tout seul, d'aller en boîte de nuit, et puis je ressors de là-bas, j'ai des potes, que ce soit des mecs ou des meufs et tout, tu vois. J'ai même réussi à me créer un réseau d'amis avec qui je me fréquentais plus ou moins facilement. Mais après, tu te rends compte que quand tu viens vraiment à l'école, c'est pas vraiment La même le cas. ambiance, quoi. Ouais, c'est ça. Tu vois que c'est un peu différent. Mais la question que j'aimerais poser, c'est quoi? C'est moi, je sais qu'à mon échelle,
je fais des efforts. Mais après, quand les gens ne sont pas habitués, ils ne savent pas comment ça se passe. Nous, chez nous, par exemple, en Afrique, on est tellement habitués à ça. Quand on est dans une position de ouais, si tu es étranger, il faut que tu fasses les efforts. Peut-être que tu fais les efforts, mais les efforts que tu fais là, ils ne les voient pas comme des efforts. C'est ça le problème. Effectivement, et c'est au niveau de l'interprétation des codes aussi. Moi, je me rappelle, en fait, quand j'étais arrivé nouvellement, Ouais. j'avais une amie, en fait, elle faisait des blagues, moi aussi j'avais des blagues. À chaque fois qu'elle me faisait des blagues, moi, ça m'énervait à fond, tu vois, parce que moi, je n'ai pas l'habitude d'entendre ça. Et la même chose encore, quand je lui faisais des blagues, elle s'énervait aussi. Donc, ça nous a pris énormément de temps pour qu'on se comprenne. Tu vois, tout ça, c'est aussi au niveau de l'interprétation des codes. Et une autre question que j'avais, c'est surtout aussi au niveau des écoles d'architecture, c'est de savoir au niveau de la question de la sociabilité. Est-ce qu'au niveau des écoles d'architecture, tu n'as pas remarqué une forme de jalousie, tu vois, de compétition malsaine, si on peut le dire ainsi? Je ne sais pas comment je pourrais dire. Je pense que c'est beaucoup plus peut-être en prépa. Il y a vraiment cette question de compétition, mais elle n'est jamais malsaine. Vous êtes là, c'est un concours à la fin. Vous savez que voilà, à la fin du concours, il y aura un classement et les mieux classés auront leur premier choix et les moins classés auront voilà, les choix qu'ils ne désirent pas forcément. Mais il n'y avait vraiment pas de jalousie. Et au niveau des écoles d'architecture, vraiment pour parler de ça, je pense que, en fait, il y avait quelquefois des formes de mépris, mais pas forcément de jalousie, parce que vu que c'est des travaux en groupe, les problèmes étaient plus au sein des groupes qu'entre les groupes, tu vois. Quand vous êtes dans un groupe, des fois, à un certain début, tu vois, on a une certaine estime de toi, on estime un peu comment tu travailles et quels peuvent être tes apports. Ouais, lui, peut-être qu'il n'est pas pertinent dans ses réflexions, donc quand tu proposes quelque chose, on n'accepte pas trop. Et tu vois, des fois, vous travaillez dans des groupes de 4 ou 5. Des fois, tu n'es pas trop écouté. Tu vois, des fois, ça fait mal. Mais pas vraiment une forme de jalousie, mais c'est juste des fois une forme de mépris. Des gens qui ne respectent pas les idées que tu donnes. Mais au final, ils se rendent compte que, voilà, que tu as du bagage. Après, s'ils veulent l'accepter, tant mieux. S'ils ne veulent pas l'accepter. Mais après, en école d'architecture, il y a beaucoup de travail en groupe. Je pense que vraiment, on t'inculque même le fait que l'architecture, c'est un métier qui ne se fait pas tout seul. Ouais. C'est-à-dire, voilà, tu Il peux faut faire un plan. avec les autres, C'est forcément. ça, tu peux faire un plan seul, mais il faut que tu aies un ingénieur avec toi. Mais il y a vraiment ce truc, on pousse à la collectivité. Même si les gens sont individualistes, ça pousse vraiment à la collectivité. Je ne parlerai pas de jalousie, mais quelquefois des formes de mépris entre étudiants, mais sinon, ouais. D'accord. Donc, du moment où donc, tu étais donc avec des étudiants et déjà, parlons même des travaux des groupes, est-ce que tu as toujours connu de belles expériences ou bien si tu as eu des moments où c'était trop difficile de travailler avec les autres? Je sais que déjà, même à deux, parfois, c'est difficile de s'entendre sur une idée. Ouais. Surtout en archi aussi, parfois, il y a beaucoup de parties où c'est subjectif, tu vois, en termes de fonction, en termes de beauté et tout. Ouais. Est-ce que tu as connu des difficultés, par exemple, avec d'autres étudiants sur les travaux de groupe? Ouais, ça, je crois que j'ai connu. On va pas se mentir, j'ai connu ça. Ouais. Et principalement, la plupart du temps, c'est ça. Ça a été beaucoup plus difficile de travailler en groupe que le contraire. Ouais. Mais par contre, juste paradoxalement, le travail de groupe que j'ai kiffé le plus, c'était quand on était à deux. En fait, les travaux de groupe, on va dire. Il y avait vraiment un projet. J'ai travaillé une fois avec quelqu'un et c'était super bien passé. Qu'à la prochaine fois, il y avait la possibilité de changer les groupes. Mais on avait tellement bien travaillé ensemble qu'on a continué à travailler ensemble. Et c'était vraiment kiffant. C'est-à-dire que chacun avait son rôle et chacun reconnaissait un peu les valeurs de l'autre. Par exemple, quand il y avait à rédiger un texte, elle me disait « Ouais, toi, tu vas rédiger le texte. » Et de son côté, elle faisait les dessins à la main, même si elle avait des capacités de rédaction aussi, tu vois. Après moi, si le dessin, je pouvais apporter quelque chose, je faisais des dessins techniques, elle faisait des dessins d'art. Et quand moi, je rédigeais, elle écrivait les grands titres, les grandes lignes, elle faisait la mise en page et tu vois, la révision du texte à la fin. Donc, c'était tellement complémentaire, tu vois. Oui, mais en fait, c'est que votre code, si je comprends, donc, vous avez réussi parce que vous mettiez chacun là où il se sentait beaucoup plus fort, c'était ça. Voilà. Mais est-ce que le fait de continuer comme ça ne va pas finalement te priver de ce que tu ne connais pas parce que tu laisses toujours la place à l'autre alors? Non, je pense que ça n'a pas fonctionné comme ça exactement. Par exemple, quand je te dis par exemple, dans l'écrit, c'était quoi? Moi, je rédigeais, elle faisait la mise en page. Après, elle me partageait les documents de mise en page pour que je vérifie si j'avais des choses à apporter. Mais bon, vu que c'était le rush, sur le moment, on n'a pas le temps. Mais quand même, tu as le document brut qui est là. Ça te permet de revoir après. Si tu avais une certaine typographie que tu aurais aimé, tu t'exerces à le faire. Et finalement, c'est des choses que j'ai appris quand j'ai eu à faire des travaux de moi-même. J'ai encore plus poussé tout ce qui est InDesign, rédaction de texte et même mise en page. C'est des qualités que j'ai développées. Et après, sur le côté où elle faisait plus des dessins d'art, c'est pas que je le faisais pas, mais vu qu'elle le faisait mieux, ou juste, c'est juste, comment dire ça? C'est juste de la spécialisation. Chacun se spécialise dans quelque chose pour le bien du groupe. Et ce que tu dis, c'est pertinent quand même. Oui, et ce que tu dis aussi, tu vois, je ne suis pas contre ça. Je pense que c'est aussi pour pouvoir avancer rapidement aussi parce qu'on a aussi parfois des contraintes liées au temps et aussi, tu vois, au nombre de documents qu'il faut rendre.
Je trouve que c'est bien. Et à la fin, il faut juste partager ce que Ouais. tu as fait Ouais. pour que ça profite à tout le monde et que quelqu'un ne soit pas juste enfermé dans ce qu'il fait. Tu dis, ouais, moi je fais la maquette. C'est comment la maquette? Non, non, t'inquiète, t'inquiète. Non, non. Et si tu fais la maquette et que tu as besoin d'aide, tu dis, bon, à ce niveau, tu peux essayer de m'apporter ça. Et puis c'est comme ça fait le travail de groupe, quoi. Ouais. Et au niveau des travaux aussi, comment ça se passe à l'école? Est-ce que c'est basé sur les problèmes de l'Europe, sur les problèmes de ta ville, ou bien ça traite des questions à l'international? Comment ça se fait, par exemple? Bon, je sais que ça varie d'une classe à une autre. Il y a de ces classes où, par exemple, vous avez des débats forcément sur l'architecture, où vous abordez des sujets à l'international. Mais à ton niveau, par exemple, peut-être en première et en deuxième, est-ce qu'il y avait des cours où c'était beaucoup plus concentré sur ta région, ton pays, ou sur le reste du monde? Ouais. Je pense vu que l'enseignement se subdivisait en semestre, je pense en première année, premier semestre, c'était trop fantaisiste. C'était voilà, c'était rentre dedans, rêve, imagine, construis, fais-moi un plan d'une maison sur un pont, tu es libre, tu vois. Fais-moi un plan d'une maison sur cascade, tu es libre. C'était plus ouvert à l'imagination, l'esprit créatif. Et le deuxième semestre, on avait fait un projet qui était sur une localité qui n'était pas loin de notre école. C'était une île qui était un peu, bon, on va dire une île, une presqu'île, et il fallait réaménager. Mais c'était vraiment sur des vrais sites, il y avait des vrais enjeux. Donc je crois que principalement c'était ça. Et les années qui ont suivi, c'était aussi ça. À chaque fois qu'on avait un projet, on allait sur place pour voir le site, voir à quoi ça ressemble et faire des recherches par rapport à ça. Mais donc c'était beaucoup plus contextualisé sur l'environnement proche, Ok. donc forcément sur les réalités européennes, parce que c'était plus accessible d'aller cueillir des informations sur le site, que ce soit quelque part d'éloigné où tu n'as pas vraiment les vraies données du site. Ouais. D'accord. Et au niveau aussi de vos projets, bien sûr, parce qu'on sait qu'en architecture, le projet, c'est l'élément central quoi, des études d'architecture, d'accord? Et comment ça se passe? Est-ce que vous travaillez ensemble en atelier ou bien vous organisez des petits groupes et puis vous les trouvez hors des ateliers pour travailler? Je pense que c'est dans les ateliers vraiment qu'on donne les grandes lignes du projet et que vous êtes là, vous débattez chacun sur sa table, vous organisez des petites tables en fonction des groupes. Et après, si vous avez des heures de travail en dehors des heures d'atelier, vous vous organisez par des groupes Messenger où vous échangez entre vous. C'est comme ça marche. Et puis, souvent, ça passe comme ça, la communication sur Messenger. Et puis, voilà, vous êtes un peu libre des heures en dehors de l'atelier. Ça dépend de l'engagement du groupe. Donc, du coup, un groupe qui travaille beaucoup en dehors des heures d'atelier va forcément présenter un bon travail s'ils le font bien. Ouais. D'accord. Et surtout aussi les outils que vous utilisez pour le travail. Bon, quand on dit outils, on peut parler par exemple de ce que tu utilises pour dessiner. Parfois, est-ce que c'est l'ordi qui est beaucoup plus centralisé dans les études ou bien parfois c'est vous faites les choses à la main? C'est comment finalement? Est-ce que l'école, vous avez un accompagnement au niveau de ton école, etc., au niveau des matériels? Accompagnement, je crois vraiment au niveau du matériel, je pense qu'on est bien accompagné et ils nous accompagnent comme il le faut. Voilà, on a des ordinateurs fixes à l'école qui sont disponibles. Chacun a son compte. Tu viens, tu mets tes accès, tu accèdes et puis tu as accès au logiciel. Sauf que c'est des ordinateurs fixes et c'est limité en termes de temps parce que quand l'école est fermée, tu n'as pas accès à ça. Donc, de temps à autre, on a une certaine liberté, si tu as ton ordinateur portable, de travailler depuis chez toi et tout. Mais tout ce qui est termes d'impression, tu as des coûts d'impression qui sont peut-être 10 fois ou 20 fois moins chers à l'école que ça l'est à l'extérieur. On utilise des fois des imprimantes laser. Il y a vraiment le moyen là qui est mis là. Mais sinon, sur l'usage entre le dessin à la main, et on est beaucoup plus sur l'ordinateur, je ne vais pas mentir, parce que ça va beaucoup plus rapidement. Tu as la chance de faire beaucoup plus de propositions que si tu le faisais à la main. C'est ça un peu le déclic. On commence à la main, mais pour faire plus de propositions, et on passe à la machine. Parce qu'avec la machine, tu peux revenir sur les choses. Et ce que tu dis là, par exemple, l'usage de la machine, ça commence en quelle année? Est-ce que dès la première année, vous êtes déjà à fond sur la machine? Ouais, dès la première année, ouais, on va dire deuxième semestre. Ouais. Ok. Et ouais, des fois, ça porte préjudice parce qu'il y a certains profs qui voient que les étudiants n'ont pas vraiment la maîtrise de la main. Voilà, c'est ça. Et il n'y a pas vraiment cette compréhension du dessin qui est là fait par certains.